Alors, bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous accueillir. Je vois que certains ont réussi à s'en sortir dans les transports parisiens avec cette grève de la RATP. Donc merci d'être avec nous pour cette deuxième journée de la deuxième université d'été de l'autoconsommation photovoltaïque qui est organisée donc par Enerplan. Je vous invite toujours comme d'habitude, au-delà de ce lieu et encore plus peut-être aujourd'hui à tweeter. Hier on était dans les premiers dans les tweets, donc hashtag autoconso PV19, c'est marqué juste derrière moi, surtout n'hésitez pas. On a aussi un tweet live pour ceux qui nous suivent de l'extérieur et qui suivent toutes ces tables rondes qui vont encore être riches. Donc toujours 2 sessions, je le rappelle, une plénière avec 4 tables rondes que je vais avoir le plaisir d'animer encore aujourd'hui. Et puis il y a toujours l'atelier des solutions en parallèle avec mon collègue Jean-Louis Busquet, rédacteur en chef du magazine Plein Soleil. Alors aujourd'hui, dans les tables rondes, on va parler cet après-midi de stockage, un défi important évidemment, de financement. On parlera aussi dans un instant, après la première table ronde, des collectivités locales et de leur engagement. J'espère que tout le monde pourra venir nous rejoindre. Et puis là, on va parler d'un sujet important pour Enerplan, qui est la convergence entre le solaire et l'électromobilité. Donc je vais inviter à me rejoindre sur scène. Je dois vous dire que je n'ai pas encore identifié tout le monde. D'abord, j'ai eu tout le monde au téléphone, mais je n'ai pas toujours identifié tout le monde au téléphone. Et je ne sais pas si, directement, après les avoir eu au téléphone, et je ne sais pas si tout le monde a pu nous rejoindre. Donc je vais vous appeler, puis vous allez me rejoindre et ça va être la surprise. Alors j'invite Madame Cécile Goubet à venir et Messieurs Anthony Guilbert-Chollet, Édouard Serreuil, Arnaud Chéreau, Clément Leroy, François Guérin et Alexandre Cathy. Voilà, vous êtes nombreux pour cette table ronde. Si vous êtes tous avec nous, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça... Vous arrivez, c'est formidable. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, ils sont tous là, ils sont venus, ils sont tous là, comme on dit dans... Alors, je vous donne... Regardez, je pose ça parce que moi, je vais rester là-bas comme une maîtresse d'école. Voilà. Allez-y, installez-vous. Ah, il m'en manque un, je crois. Il en manque un. Peut-être va-t-il arriver en cours de route. En tout cas, merci à vous tous d'être avec nous ce matin. Vous avez devant, j'ai posé le petit instrument que j'appelle la zapette qui permet à ceux qui ont des visuels de pouvoir nous les montrer. Alors, avec nous, Cécile Goubet, secrétaire générale d'Aver France, merci d'être avec nous. Anthony Guilbert-Chollet, ça je vous ai identifié, merci là aussi d'être venu, responsable innovation et énergie d'Imopost. Hier, Sophie Noël Nemo avait déjà parlé, on avait commencé à parler un peu d'électromobilité, avait parlé de ce qui se passe à Manille-les-Hameaux et vous allez nous en dire évidemment un peu plus. On a également avec nous Édouard Serreuil qui est chargé de mission stratégique. Il est là-bas, juste à côté de Cécile. Voilà, chargé de mission stratégie énergie à Morbihan Énergie. Vous allez nous parler d'un projet qui se passe à Belle-Île-en-Mer, c'est ça. Donc là aussi important parce que c'est plus sur de l'électromobilité même que sur, on va dire, l'autonomie des îles. Et ça, c'est important aussi d'en parler. Clément Leroy, senior manager chez Wavestone, cabinet de conseil en transformation d'entreprise, qui va pouvoir apporter son éclairage aussi sur ce sujet de l'électromobilité. Arnaud Chéreau. Arnaud Chéreau est avec nous. Eh ben non, on n'a pas Arnaud Chéreau, pas encore. Il va peut-être arriver. Normalement, il arrive sur un triporteur, puisqu'il va nous parler d'un triporteur, donc j'espère qu'il a pu arriver. François Guérin. Voilà, que j'identifie. Merci beaucoup parce que je ne vous avais pas rencontré jusqu'à présent. Cofondateur de See You Sun, on va parler d'ombrière avec vous. Et enfin, Alexandre Cathy, qui est chef de projet au sein du programme Mobilité électrique d'Enedis. Et donc, vous participez notamment à des groupes de travail. Vous connaissez bien, Cécile Goubet, des groupes de travail communs avec l'Aver. Donc, on peut dire, quand on regarde quelques chiffres, on se dit que 2018, ça a été une très belle année pour la voiture électrique. Il paraît que les ventes ont progressé de 25%. Bon, on cesse de dire qu'on part de loin, mais bon, ça continue de progresser. On compterait environ une borne de recharge pour 6,3 véhicules électriques en circulation. Alors évidemment, dans ce contexte, on ne peut voir qu'une convergence entre le solaire et l'électromobilité. Je préfère laisser parler les spécialistes, donc je vais passer la parole à Cécile Goubet, que vous puissiez parler, on va dire, globalement de ces enjeux en termes d'électromobilité. Je vous en prie. Bonjour à tous.
Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, on voit aujourd'hui qu'il y a une très forte accélération des ventes de véhicules électriques, pas au niveau français, hein, on le constate au niveau mondial, où on a des niveaux de croissance qui s'accélèrent d'année en année. On a un stock global de plus de 5 millions de véhicules électriques. L'Europe, c'est le deuxième marché pour le véhicule électrique. On a donc des niveaux de croissance qui sont à plus de 60% par rapport à 2017 en 2018. Cette tendance, en fait, se confirme en cette année 2019. Au niveau français, juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, on va passer les 200 000 véhicules 100% électriques au mois de septembre, puisqu'on était à 199 000 et quelques fin août. Et la barre, je pense, des 50 000 véhicules hybrides rechargeables. Donc on commence à avoir un parc qui commence à être un peu plus étoffé. Les niveaux de croissance, alors effectivement, quand on parle de peu, les taux de croissance sont importants, mais finalement, quand les taux de croissance sont toujours plus importants alors que le stock grandit, ça montre bien qu'il y a une tendance de fond en termes d'accélération du passage à la mobilité électrique. Alors, le sujet énergie renouvelable, mobilité électrique est évidemment extrêmement prégnant. On le voit au niveau des territoires. Tous les 2 ans, on organise les trophées des territoires électromobiles. Et ce qu'on constate en discutant avec eux, c'est que finalement, sur toutes les zones qui ont déployé des réseaux de recharge, l'importance d'alimenter les bornes électriques en énergie verte est extrêmement importante. Donc, dans les répondants qu'on a eus sur les trophées des territoires électromobiles, on a 60% des bornes en fait, qui sont alimentées avec des énergies renouvelables. Donc, on voit bien quand même que dans la tête des acteurs de la transition énergétique, il y a un vrai lien entre déploiement des énergies renouvelables et mobilité électrique. Et c'est encore plus prégnant pour la partie photovoltaïque, puisqu'on voit tout simplement des acteurs, typiquement Tesla, hein, qui a un core business qui est très précis. Et on l'a vu hier avec SAP, vous n'étiez pas là, mais SAP propose quand même des Tesla assez... voilà. Et avec le photovoltaïque, stockage et recharge du véhicule. Donc, je vais vous proposer évidemment d'être là en éclairage sur tous les différentes illustrations qu'on va avoir. De la même façon aussi, Alexandre Cathy, je vous propose aussi, on va dire, de réagir un peu aussi spontanément, mais déjà commencer aussi à dire ce que ça représente aussi pour Enedis, ce sujet de l'électromobilité. Comme l'a dit Cécile, on voit aujourd'hui une croissance exponentielle de la mobilité électrique en France notamment, et les perspectives qu'on donne à 10-15 ans vont aller encore plus vite. Et Enedis, évidemment, doit être un acteur de ce développement parce que les bornes de recharge, elles vont être directement ou indirectement raccordées sur le réseau de distribution d'électricité. Donc le choix qu'Enedis a fait il y a plus d'1 an maintenant, c'est de créer un programme mobilité électrique qui a comme ambition de faire que d'Enedis un partenaire de l'ensemble des acteurs pour aider à co-construire les solutions permettant ce développement à grande échelle. Voilà. D'ailleurs, vous participez à certains projets, je crois que celui de votre voisin notamment, donc c'est vraiment des choses auxquelles heureusement, les présents ici me rassurent, on se connaît tous. Si Houssen est un partenaire d'Enedis au quotidien sur le développement de sa solution. On participe évidemment au projet FlexMobile que vous avez cité avec Morbihan Énergie. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je parlais de votre voisin. Donc c'est pour ça que vous pourrez aussi à chaque fois éclairer les interventions de nos intervenants. Alors on va rentrer, on va dire, un peu plus dans le vif du sujet pour savoir où on en est avec vous, Clément Leroy. Vous puissiez avoir votre éclairage sur on a bien compris les enjeux. On a bien compris évidemment que on allait avoir de plus en plus, et on le souhaite, de véhicules électriques et évidemment les bornes qui suivent. Est-ce qu'on en est où, quoi ? Est-ce qu'on peut dire encore qu'on est à des prémices, qu'on a pas mal de démonstrateurs, ou est-ce qu'on en est en la matière ? Bonjour à tous. Oui, effectivement, on évoquait le fait que intuitivement, on peut faire un lien assez direct entre le fait de recharger un véhicule électrique et de l'approvisionner du coup avec de l'énergie entre guillemets verte, ou en tout cas la moins impactante possible pour l'environnement. Alors dans ces cas de figure-là, il y a 2 grandes familles entre guillemets. Il y a le fait de dire qu'on fait du vert pâle entre guillemets, c'est-à-dire avec plutôt une logique de garantie d'origine, avec le fait de compenser, le fait de dire pour telle ou telle quantité d'énergie que je vais injecter, je compense entre guillemets par le fait d'injecter sur le réseau la même quantité. On peut aussi évoquer l'autre famille qui est plutôt le vert foncé, ou en tout cas le vert au sens propre du terme, c'est-à-dire faire un lien direct entre une production locale qui serait directement utilisée pour charger les véhicules.
Alors sur ce volet-là, parce que je pense que c'est celui qui nous intéresse plus particulièrement, l'autre partie, on va dire qu'on est plutôt dans une logique virtuelle et de marché, on en est sur une phase quand même plutôt exploratoire et d'expérimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit fleurir beaucoup de projets, un petit peu à la mode de ce qu'on avait pu connaître il y a quelques années sur les sujets d'effacement, les sujets de smart grid, où voilà, à l'instar entre autres de l'ADEME et d'impulsion d'un certain nombre d'acteurs, on avait vu des démonstrateurs fleurir dans beaucoup de zones, en particulier en France. Et on retrouve un petit peu cette même logique aujourd'hui sur les sujets convergence, auto-consommation et électromobilité. Je vais parler de 2 expérimentations ou 2 projets qui me semblent assez intéressants et emblématiques. Je pense qu'après on pourra parler de Belle-Île-en-Mer qui est aussi une belle illustration. Je vais vous faire voyager d'abord vers les Pays-Bas, à Utrecht en particulier. Depuis maintenant 3 ans, donc, un écoquartier d'Utrecht s'est doté d'une flotte de véhicules électriques en autopartage. Dans un premier temps, donc l'expérimentation a surtout visé à mettre en place cette flotte en tant que telle, en l'approvisionnant classiquement par le réseau de distribution locale. Et puis, dans un deuxième temps, a été mis en place un lien entre de la production locale, puisque le quartier était équipé de panneaux photovoltaïques, et le fait d'utiliser cette production pour directement en fait, charger les véhicules via les bornes de recharge. Et avec un niveau d'intelligence, c'est-à-dire que l'idée, c'est à la fois d'utiliser cette énergie au meilleur moment dans l'arbitrage économique et environnemental. Et la nouvelle étape qui est en train tout juste de se mettre en place, c'est le véhicule to grid, c'est-à-dire également utiliser le véhicule comme une batterie qui puisse du coup éventuellement soulager le réseau dans les moments nécessaires. Donc là, on est sur un cas, on pourrait y revenir je pense un petit peu plus tard, d'insertion dans un milieu urbain, dense. Ça pose un certain nombre de problématiques qui sont particulières et qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres zones métropolitaines. Le deuxième cas de figure que je voulais évoquer, c'est Porto Santo. Donc, on est au large du Portugal, archipel de Madère. C'est une île de 5500 habitants. Qui du coup se confronte à la problématique qu'on peut retrouver dans les zones insulaires, c'est-à-dire un réseau instable, avec du coup aujourd'hui une production fortement carbonée, avec des centrales fuel, et du coup la volonté locale d'aller vers de la décarbonation, à la fois donc sur la production d'énergie et sur la mobilité. Et donc là aussi on retrouve un cas de figure spécifique aux îles, mais qui est souvent préfigurateur de ce qui se passe plus largement dans des zones entre guillemets plus classiques, avec une flotte de véhicules qui n'est pas très importante en l'occurrence, avec du coup de la production locale, éolienne et photovoltaïque, et le fait de charger intelligemment les véhicules. Donc voilà, pour ces 2 projets, on en est à des stades, on va dire, de petite échelle. On parle de quelques dizaines de véhicules, quelques centaines d'utilisateurs. Mais en extrapolant, on peut se dire que voilà, d'ici quelques années, ça pourrait préfigurer le déploiement plus large de ces projets. Alors évidemment, on parlera tout à l'heure des perspectives et de l'avenir. Peut-être Cécile Goubet, qu'est-ce que ça vous inspire, ces deux premiers exemples qu'on a entendus globalement sur ce sujet d'électromobilité, alors avant qu'on continue sur concrètement ce qui se met en place? Effectivement, ce sont 2 projets très emblématiques. Globalement, comme le disait Clément, on voit bien qu'il y a une problématique, notamment sur les zones non interconnectées, qui sont généralement des îles, entre le fait de décarboner leur mix énergétique et de décarboner le secteur du transport, et en même temps d'offrir des services de mobilité. Donc en fait, les 3 problématiques se retrouvent forcément, forcément. En tout cas, on prend ces 3 problématiques-là pour essayer de les gérer ensemble, et ce qui montre bien qu'en fait, dans le cadre de ces transitions-là, on est obligé d'exploiter au maximum les synergies entre ces différents aspects. Et dans ce cadre-là, le véhicule électrique, c'est un peu la clé de voûte quand même, puisqu'il va permettre de stabiliser aussi un petit peu le réseau, etc. Je vois Alexandre Cathy prêt à réagir. Allez-y, c'est le but aussi. Juste pour rajouter une petite précision, alors Utrecht n'est pas une zone... Mais en fait, l'enjeu est le même, parce que les Pays-Bas ont un réseau électrique qui est beaucoup moins développé que celui de la France, puisque l'usage domestique est plutôt au gaz. Donc ils ont une nécessité de transition énergétique plus rapide et d'utilisation effectivement des énergies renouvelables au même titre que les îles. Voilà. Alors on va poursuivre, on va dire, on a commencé à avoir quelques exemples qui étaient plus internationaux. On va voir aussi ce qui se passe en France avec Anthony Guilbert-Cholet. Vous êtes responsable innovation et énergie d'Imopost. Alors vous allez vous passer, c'est un passage de relais, vous voyez, pour pouvoir présenter ce que vous faites dans les Yvelines, précisément, dans un centre de tri, et quelle a été votre démarche. Alors en effet, donc juste une petite précision, c'est Post-Imo, donc et pas Imopost. Je sais pas, j'ai décidé. C'est la version anglaise. C'est vrai.
Donc, juste pour débuter, pour planter le décor, je vais vous donner quelques chiffres qui ont peut-être été déjà donnés hier, mais voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, sachant qu'il y a eu déjà un teasing sur ce projet hier lors de l'intervention de Sophie Noël-Nemo. Ça, Sophie Noël a bien insisté. Donc, quelques chiffres. Le groupe La Poste, donc c'est des infrastructures, c'est plus de 10 000 immeubles. C'est un équivalent de 6 millions de mètres carrés bâtis. C'est des infrastructures roulantes. Donc ce sont plus de 25 000 véhicules électriques. Alors des véhicules électriques de toutes sortes, que ce soit des vélos assistance électrique, des chariots, des triporteurs, des quadricycles, mais aussi des Kangoo Z2. Donc c'est le déploiement massif qu'on a eu depuis 2012 de véhicules électriques à fort potentiel de charge. Donc aujourd'hui, c'est plus de 7000 Kangoo Z2 qui sont déployés sur la France et qui roulent tous les jours. C'est une problématique importante. Et aujourd'hui, ces véhicules, pour vous donner un ordre d'idée, consomment plus de 12% de l'électricité du groupe La Poste. Le groupe La Poste, c'est 550 gigawattheures consommés par an. La mobilité électrique, c'est 12% de la consommation. Donc il y a un vrai sujet. Alors avec tous ces chiffres, on pourrait dire il y a un truc à faire. Alors je suis d'accord, il y a un truc à faire, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça parce que la mobilité électrique à La Poste, c'est un outil de production. C'est un outil de production. Les véhicules électriques, il faut qu'ils roulent tous les jours. Le matin, il faut qu'ils soient chargés. Alors aller rouler au solaire, c'est une bonne idée, mais ça s'instruit. Alors sur la mobilité électrique, à partir de 2012, on a déployé de façon massive des Kangoo Z2. On a d'ailleurs contribué très vite à des projets et même initié des projets sur la recharge intelligente, puisqu'on s'est vite posé la question comment est-ce qu'on va recharger nos véhicules et comment est-ce qu'ils vont pouvoir rouler le plus proprement possible. Et donc, est-ce que vous réfléchissez déjà à faire en sorte qu'ils soient rechargés évidemment rapidement ? Non, ça justement, ça a été une position de dire nos véhicules sont présents la nuit sur nos sites. D'accord. Il n'y a pas de raison qu'on puisse recharger. On a déployé des véhicules sur des tournées qui répondaient à l'électrique. D'accord. Et c'est aussi une des difficultés, c'est qu'on ne peut pas mettre des véhicules électriques, à l'époque en 2012, sur n'importe quel travail. Et donc en 2012, on a initié un projet avec Enedis, qui s'appelait ERDF à l'époque, qui s'appelle InfiniDrive, où on a travaillé sur de la recharge intelligente pour définir des usages et des solutions de recharge intelligente. Donc ça, c'était la première action. On a aussi travaillé le sujet de l'hydrogène et du solaire sur un projet qui s'appelait MobiPost, dans l'est de la France, un projet européen, H2020, qui avait l'objectif de faire rouler des véhicules au solaire via de la production d'hydrogène. Voilà, c'était un projet démonstrateur. Aujourd'hui, il est arrêté. Il a tiré ses enseignements. On voit que l'hydrogène revient. Oui. C'est un sujet aussi. Voilà, donc ça, c'est l'initiative qu'on a fait au début de notre déploiement. En 2017, comme tout le monde le sait, le sujet de l'autoconsommation a été légalisé, entre guillemets. Et donc, c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps, et notamment via une opportunité d'un projet, un collaborateur qui a proposé dans les Yvelines un projet de démonstrateur dans le cadre d'un fonds carbone interne. Donc, c'est-à-dire on finance, on fait de la compensation carbone avec des projets qui ont pour objectif d'économiser du CO2. Donc le fonds carbone a validé ce projet de démonstrateur d'un carport installé sur un site du Courrier des Yvelines pour justement recharger des véhicules électriques. Donc ça a été validé en 2017. Toute l'année 2018, on a fait un travail de sourcing, parce qu'à l'époque, ces sujets-là étaient assez nouveaux. Et donc on a sourcé, on a fait un RFI et on a sélectionné une entreprise, donc savoir Engie, qui a apporté cette solution donc de panneaux solaires sur carport et un système de stockage de l'énergie via des batteries recyclées. Donc le projet aujourd'hui, il est en route. On a tourné la clé en février 2019.
Donc il vous a fallu de bonnes années pour que ça se mette en- années entre l'initiative, la validation, l'instruction de référencement d'un partenaire, les instructions administratives, permis de construire, et on est dans la vallée de Chevreuse, c'est pas si simple que ça. Et donc la mise en œuvre, donc fin 2018 et la mise en route début 2019. Donc c'est une petite installation, hein, c'est 6 kW crête et une batterie de 9 kW. L'idée, c'était de démontrer que c'était possible, d'une, techniquement, et de deux, de pouvoir démontrer qu'on pouvait le faire dans un milieu opérationnel. Donc c'est un démonstrateur opérationnel. Aujourd'hui, on a on a 2 véhicules qui se rechargent sous le carport. On n'a pas encore tiré les enseignements, parce qu'on collecte des données depuis février 2019. On vise à faire un REX plutôt en fin d'année ou en début 2020. Aujourd'hui, ce qu'on peut en dire, la première étape, c'est un REX plutôt qualitatif, avec une adhésion des collaborateurs. Et ça, je pense que c'est assez important de le dire, que l'autoconsommation, c'est un projet qui va embarquer tout le monde, hein, contrairement à le principe d'injection, où on est plutôt... les personnes ont des panneaux sur le toit, mais ils ne voient pas la couleur des électrons. Là, vraiment, il y a un usage de l'électricité, une proximité. Et dans ce projet-là, on a réussi à embarquer les opérationnels, donc les facteurs. Et aujourd'hui, le facteur qui recharge son véhicule en dessous, il dit à ses collègues, moi les gars, je roule au solaire. Donc ça, c'est vraiment, il y a une fierté. On le voit de la même façon dans l'appropriation par les citoyens. Ça a été un des sujets en filigrane hier des tables rondes. Vous le dites aussi à travers les salariés et leur engagement dans cette démarche. Voilà, sur les sujets d'autoconsommation, on a d'autres projets qui arrivent. Vous avez une autre slide pour présenter? Non, j'ai qu'une seule slide. Vous êtes sobre dans la slide. Voilà, j'ai fait très sobre. Et donc on voit très bien qu'en effet, que ce sont des projets qui embarquent tout le monde. On est vraiment dans le groupe La Poste. Là, nous, on est opérateur immobilier. On est un peu en dehors du métier de production, même si on apporte un outil de production. On voit très bien que ces projets-là, ils embarquent tout le monde, ils fédèrent vraiment au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un point important. Aujourd'hui, on a un premier ex technique qui est que les véhicules rechargent avec ce système-là, ce qui n'est pas gagné d'avance, hein, puisque un véhicule électrique, c'est quand même assez capricieux par rapport à la qualité du courant. Et puis, le dernier point, c'est qu'on a encore des réglages à faire. Puisque les véhicules n'étant pas en dessous, il faut gérer la décharge de la batterie, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, on aura un retour un peu plus étoffé en début d'année prochaine. C'est un démonstrateur, on ne va pas dire qu'on le déploie systématiquement, mais au moins on aura testé et on peut éventuellement le transformer derrière. Surtout que vous avez un parc automobile électrique conséquent, donc si ça fonctionne, il n'y a pas de... Conséquent, le système n'est peut-être pas reproductible partout. Il y a le sujet économique, oui, bien sûr, qui est quand même assez important. Et je crois aujourd'hui, ça marche mal économiquement, mais voilà, le sujet avance, on défriche, et je pense que je suis optimiste. On devrait y arriver. Merci pour cette présentation. On va poursuivre justement avec les ombrières et mon voisin François Guérin de Siuson. Là, vous êtes vraiment, vous êtes dans le déploiement justement d'ombrières à travers plusieurs projets, plusieurs clients. Déjà, peut-être réagir à ce que vient de dire finalement la Poste à travers sa démarche. Voilà. Il y a le passage de relais de... Vous, je crois que c'est en images. Hein. On aura une vidéo aussi pour présenter ce que vous faites. Oui, exactement. L'idée de Siuson, on est développeur depuis plusieurs années sur le territoire français. Et Siuson est parti d'un constat que l'avènement du marché du véhicule électrique va nécessiter de déployer massivement des IRVE. Ça, tout le monde en est d'accord. Où est-ce que ces IRVE vont être implantés massivement chez le particulier, quand on peut pouvoir recharger chez soi, très faiblement en itinérance. Quand on a de l'itinérance longue, on va se recharger sur des aires d'autoroute, mais surtout sur des aires autrement au travail quand le véhicule est immobilisé. Et donc l'idée était d'essayer de travailler sur une valorisation des espaces fonciers anthropisés autour de l'ombrière. La difficulté de l'ombrière, on l'a bien vu sur la photo d'Anthony, c'est que vous avez une prise au vent très forte. Donc on parle un peu technique, mais c'est vrai qu'on a une fondation, on a un arrachement à un moment qui est très très fort. Et donc du coup, on vient sur des sites occupés, on vient construire une installation
Et on a des coûts de CAPEX qui sont très importants, qu'on arrive à effacer, qu'on arrive à diminuer quand on a du volume. Et quand on travaille sur de la petite ombrière de ce type-là, c'est très difficile de travailler sur un effet volume. Donc il faut être dans une logique de masse. On n'a pas le choix. Et ça a été toute l'approche de CIUSUN de dire on va essayer de proposer une solution un peu nouvelle en travaillant du petit carport, de la petite ombrière. Alors on a fait un focus pour le moment sur la 36-100 kg. Lié au décret et lié aux différentes perspectives qu'elle nous offrait, travailler sur de la CC, travailler sur de la CI, travailler sur de la revente réseau. Et en fonction des cas de figure qu'on trouvait sur le marché, on déploie une ombrière et systématiquement avec Enedis, on travaille à un raccordement dual sous ces ombrières où en fait on va venir faire un dimensionnement pour du sous-tirage si on est en revente réseau et en même temps un dimensionnement pour de l'injection pour que sous cette ombrière-là, on puisse offrir au site concerné un service de charge. Non pas la possibilité de se raccorder, mais un service de charge complet, comprenant installation, borne et tous les services liés à la borne, parce qu'on voit un courant, mais il y a de la gestion d'accès, il y a de la gestion de puissance, il y a de la monétique, il y a de l'interopérabilité. Donc là, vous avez un exemple concret d'un site à Rennes. On en a donc construit une trentaine aujourd'hui en France. Donc on est sur un 100 kg. Pourquoi elle est coupée? C'est que simplement, il y a une géométrie de site. On a une ligne HTA qui passe en plein milieu. On ne pouvait pas faire ce qu'on veut avec un gros réseau gaz. On est sur une particularité, c'est qu'on est sur une foncière propriétaire du bâtiment avec un locataire qui est la SPI et où du coup on s'est mis d'accord avec le propriétaire. On a mis en place l'installation, on a prééquipé. On s'en a même fait en plus un raccordement indirect sur le site concerné. Et du coup les locataires, donc pour le bien éventuellement professionnel comme la Poste le fait, mais également pour les véhicules des salariés, nous louent un service de charge sous ces ombrières-là en fonction de leurs besoins. Donc on définit avec eux le cahier des charges sous ces ombrières-là. Est-ce que c'est pour du véhicule perso, du véhicule pro et quelle est la typologie de recharge? On a besoin de recharge lente en fonction du nombre de véhicules. Est-ce qu'au contraire, on doit être sur une recharge rapide? Et on adapte. Oui, c'est ce dont je parlais, parce que moi, je posais cette question à Antoine Guilbert-Cholet, savoir s'il voulait des recharges lentes, rapides, etc. Vous vous adaptez en fait aux besoins des uns et des autres. On est aménageur et on offre une solution. Donc après, on s'assoit avec les clients et on décide et on agit. Alors, on va peut-être tester un modèle pendant 3 ans et au bout des 3 ans, le marché aura évolué, la façon de se recharger aura évolué. C'est pour ça qu'on part du principe chez nous que la borne est entre guillemets inconsommable sous la recharge alternative, j'entends. Mais sous la recharge alternative, on est entre guillemets inconsommable qui va évoluer dans le temps. Et donc par rapport à ça, être dans une logique d'OPEX plutôt que dans une logique de CAPEX, où du coup je fais évoluer un service, ça s'adapte plutôt bien au marché, notamment au fait que faut pas oublier l'immobilier en face. Et l'immobilier aujourd'hui, alors la Poste a encore une bonne partie de son patrimoine, mais elle en a également, elle est locataire de certains patrimoines. Et là, on est dans des logiques juridiques où le propriétaire n'est pas l'occupant et où parfois il y a des occupants. Donc quand vous êtes sur un immeuble partagé avec plusieurs locataires, le fait d'avoir travaillé cette approche-là va faire qu'on va pouvoir gérer ça à l'échelle de la zone en copartageant les bornes, en copartageant le service. Donc voilà, c'est toute l'approche de CIUSUN à travers la France. Donc, alors juste pour essayer de comprendre, vous avez été créé quand? Quel est le marché? Parce qu'on parle d'un potentiel aussi. Comment vous le voyez se développer? Est-ce que vous voyez de plus en plus de demandes? Bon, j'ai bien compris aussi qu'il fallait aussi, il y avait quand même une question de terrain. On ne mettait pas ça aussi n'importe où. Il y a toute cette problématique-là. Comment ça se développe? Alors on a trois approches. La première, c'est de travailler avec les foncières immobilières, donc les propriétaires des bâtiments. Et donc à Saint-Instar, on essaie de travailler avec elles pour améliorer l'impact carbone de leur site, proposer ce service de charge, et donc elles offrent à leurs locataires un outil en plus. Alors il y a plusieurs choses, ombrage pour l'ombrière, photovoltaïque pour le bilan carbone du site, et puis bien entendu la recharge pour le véhicule électrique. Quand cette foncière a envie de pousser un peu le sujet, on ouvre le sujet de l'autoconsommation avec elle, et donc on lui dit comment est-ce qu'on peut partir, sachant que l'autoconsommation, on est sur des modèles longs, et foncière versus locataire, on est sur des modèles à moyen terme, si c'est des baux de 3, 6, 9 ans, donc c'est très difficile d'aller embarquer des locataires là-dessus. Donc ça c'est le premier client, donc là c'est un client important, mais l'immobilier a besoin de pédagogie beaucoup sur le sujet, même s'il y a des foncières qui sont très intéressés, il faut être présent en permanence auprès d'eux. Deuxième approche, les collectivités. Donc là, l'idée, c'est de travailler avec les SEM départementales ou régionales pour massifier ça sur les parkings publics, mais pas que, mais voilà, où
ou parking d'institution, on va dire. Donc on a un gros développement là-dessus. Et puis le troisième élément, c'est directement avec les occupants et avec les directions immobilières. Donc là, c'est plutôt des approches qu'on pourrait avoir avec le groupe La Poste, avec le groupe Enedis pour ses propres bâtiments, par exemple. On est en train de faire trois bâtiments Enedis. Voilà, c'est une approche un peu de ce type-là. Et là, on est plutôt dans une logique direction immobilière qui impose, entre guillemets, à son bailleur ou dans sa stratégie immobilière ce qu'elle souhaite voir dans son bâtiment. Et là, on peut imaginer l'ombrière en autoconsommation, avec une gestion de l'immeuble, avec de la gestion de puissance, etc. Alors, j'avais posé plusieurs questions en une, ce qui n'est pas bon. Donc, quand est-ce que vous avez été créé? Vous en êtes à combien maintenant d'installation aussi? Même si vous avez répondu à la deuxième, finalement. Oui, officiellement, on a été créé il y a 2 ans, officieusement, enfin, il y a 18 mois, officieusement. Voilà. En gros, ça fait 18 mois, 2 ans qu'on est à fond sur le sujet. Ouais. C'est une aventure familiale indépendante. On est basé en Bretagne, on est rennais. On a fait un partenariat avec l'ASPI pour le génie élect, donc on est en marché de bordereau avec l'ASPI pour pouvoir construire partout en France. On a 30 ombrières de sortie. C'est déjà pas mal en 18 mois. Oui, tout à fait. Ça se développe bien. On a une 50aine de services de recharge de souscrits et des grosses perspectives. Là. Et puis, on a plus de 150 permis. En cours, ouais, tout à fait, le développement est important. Et sur le sujet de l'autoconsommation en elle-même, parce qu'on en parlait finalement tout à l'heure avec Anthony Gilbert-Giraud qui disait aussi il y a un vrai intérêt, il y a une vraie volonté, ça aussi c'est en lien directement dans ce que vous mettez en place à travers ces ombrières? Clairement, c'est-à-dire que la demande c'est souvent faite par l'État, c'est-à-dire le marché du PV, ça a quand même été l'État qui a quand même organisé les choses. Et aujourd'hui, on le voit sur le marché, il y a une appétence très très forte des consommateurs. Et ça, c'est sûr. Après, c'est la façon d'y arriver. Et souvent, quand on commence et qu'on arrive sur un projet d'autoconsommation, on commence à expliquer comment on met les choses en œuvre et qu'il faut s'engager sur 10, 15, 20 ans en fonction de l'ensoleillement sur lequel on est, 25 ans sur certains sites. Et ben là, la difficulté est plus lourde. Donc, on a besoin d'avoir des outils. Le décret de mai 2017 est un bon outil bien travaillé qui mériterait peut-être sûrement des améliorations, je pense, mais qui nous permettrait d'encore plus développer le sujet. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Est-ce que M. Chéreau est arrivé entre-temps? Je ne l'ai pas oublié. Il est dans les bouchons? En triporteur. C'est comme... Non, je ne crois pas qu'il venait en triporteur. Bah, si jamais il arrive, il y a une place, je lui laisse ma place, et puis voilà, pas de souci. Donc, est-ce que les uns et les autres veulent réagir à ce qui a été, on va dire, ce premier sujet qui finalement tournait autour spécifiquement de la question des ombrières? Alexandre Ketty, vous voulez réagir? Non? Pas de commentaires supplémentaires? Non, si ce n'est de dire que... Enfin, rappeler quelques chiffres, c'est que 90% de la recharge se fait effectivement soit à domicile, soit au travail. Oui. Et donc l'enjeu, alors d'équiper les domiciles est un enjeu aussi. On n'en a pas parlé encore, mais l'autoconsommation dans un bâtiment avec une infrastructure de recharge dans le parking de l'immeuble est un enjeu aussi pour demain. Une volumétrie est sans doute à regarder, mais l'enjeu de la recharge au travail est aussi un enjeu et que couvre aujourd'hui Sioussen avec ce modèle-là. Et ce qu'a dit La Poste, c'est important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... Effectivement, il faut s'adapter aux besoins de la recharge rapide ou de la recharge lente, mais il ne faut pas toujours raisonner en recharge rapide. Au travail, les voitures en général, sauf équipe d'astreinte ou autre, restent toute la nuit et il n'y a pas besoin d'une recharge rapide. Voilà. Le principe quand même de tout ça, c'est entre le solaire et l'électromobilité, c'est bien la transition énergétique. Donc c'est pas de consommer à tout va, mais bien d'optimiser la consommation et donc d'adapter au mieux la recharge à l'usage qu'on en fait. D'autres? Oui, allez-y, oui, je vous en prie. Peut-être insister en effet sur un point dont parlait François, sur l'évolutivité du service de recharge. Aujourd'hui, il est guidé par deux choses. L'usage du véhicule que l'on va en faire. Donc en effet, dans certains cas, on aura peut-être besoin d'une recharge rapide. Dans d'autres cas, non. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est aussi quand même les véhicules. On a vu l'évolution des véhicules. Aujourd'hui, ce qui arrive sur le marché, c'est plutôt du 7 kg, alors que les premiers véhicules qu'on a déployés, c'était du 3-4 kg, 16 ampères. Là, on double les puissances. Et il va être important d'avoir des systèmes de recharge qui évoluent et qui puissent aussi moduler la recharge suivant les usages. Donc ça, c'est important. Et en effet, je pense que les infrastructures qui sont déployées ou qui ont été déployées les dernières années ne sont pas celles qui seront déployées les années suivantes. Donc ça, c'est un point très, très important d'évolutivité du système. Oui, allez-y, je vous en prie. Mais
Je pense qu'effectivement, c'est ça qui est important. Tout ce qui a été dit là, c'est que finalement, les liens entre déploiement photovoltaïque, recharge, véhicule dépendent complètement des usages et de l'endroit où on se trouve. Donc, on n'aura pas besoin de la même puissance et du même service de recharge en fonction qu'on soit en voirie, sur les grands axes routiers, en parking d'entreprise ou chez soi. C'est pour ça que c'est très important à chaque fois d'avoir ce travail de pédagogie pour bien que les gens aient bien en tête le fait qu'il n'y a pas besoin de mettre du 22 kW chez soi pour recharger, avec les véhicules qui arrivent aujourd'hui sur le marché avec des batteries autour de 60-70 kWh, effectivement, on peut passer, si les gens ont vraiment envie d'avoir la certitude qu'ils peuvent recharger leur véhicule de 0 à 100% en 8 heures, avoir des bornes à 7,4 kW, mais au-dessus, ça n'est pas nécessaire. En revanche, après, effectivement, quand on est en voirie, quand on est sur des modèles où il y a besoin de recharge plus rapide ou de véhicules partagés, etc., il peut y avoir une nécessité d'augmenter un peu la puissance. Quand on regarde en termes de répartition des points de charge, alors il y a des estimations qui existent en termes d'infrastructures de recharge accessibles au public, on est à plus de 26 000 points de charge aujourd'hui en France. Au total, quand on ajoute les estimations qu'on a sur la partie entreprise et domicile, on arrive à peu près à 240 000 points de charge. Là-dedans, plus de 50%, c'est les entreprises. Donc, le type de déploiement qui sont présentés par Sioussen, c'est réellement absolument fondamental parce qu'il y a un vrai levier en fait, dans les entreprises pour le faire. Et ça représente une part importante des infrastructures de recharge. Derrière, il y a effectivement la question de comment on passe aussi au résidentiel collectif et comment on permet la mise en place de ce type de solution là aussi au niveau du résidentiel collectif. Avec le fameux, il y avait le point du droit à la prise, je crois, parce que c'est vrai que dans certains immeubles, c'est quand même compliqué de trouver de quoi recharger son véhicule. Non, mais il y a des choses qui s'améliorent quand même un petit peu là-dessus. Parce que je me souviens qu'il y a 3-4 ans, on parlait de ce droit à la prise. Il existe, le seul problème, c'est qu'on a un droit à la prise qui est un peu, qui vient se frotter au droit de la copropriété et que ça ne dit pas tout à fait la même chose. Donc il y a des choses qui évoluent là dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Il y a des choses qui normalement devrait aussi évoluer avec les ordonnances de la loi Elan sur la façon dont on vote la mise en place des infrastructures de recharge en copro. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même une situation un peu bizarroïde, c'est-à-dire qu'on vote sous un article l'installation des bornes et sous un autre article les travaux électriques qui vont avec, en fait. Parce que généralement, c'est rare qu'on puisse installer une borne sans faire de travaux électriques. Donc nous, ce qu'on essaie de faire à la Vert France, là, c'est vraiment de pousser des solutions de simplification et également de lever un second frein qui est le financement, avec les annonces qui ont été faites par l'ex-ministre de la Transition écologique et solidaire et la nouvelle ministre depuis Madame Elisabeth Borne. C'est en fait dans le cadre du programme de certificat d'économie d'énergie qu'on gère, qui s'appelle Advenir, qui vient financer en fait déjà des points de recharge sur les différentes cibles privées, entreprises, résidentielles et voiries. On a ajouté une nouvelle cible en fait pour pouvoir aider au déploiement de l'infrastructure, donc en fait de l'ossature qui va permettre d'équiper les parkings pour que les gens puissent venir se brancher après dessus. Donc on travaille vraiment sur ces deux aspects-là, simplifier les méthodes de vote, apporter du financement et avoir du coup l'infrastructure qui sera prête derrière en fait pour pouvoir débloquer toutes les situations avec ce qu'on appelle bâtiment à énergie positive, même s'il n'y a pas de définition très claire, mais du coup en lien avec le photovoltaïque. Oui, ajouter quelque chose. Juste pour revenir sur les sujets à la fois techniques et économiques, c'est bien un triptyque entre de la production, donc avec effectivement des capacités photovoltaïques, le véhicule électrique et le stockage. Et sur le sujet des stockages et des batteries, on l'a évoqué dans les deux cas de figure entre Sioussen et la Poste. C'est vrai que le stockage peut être à un moment donné le pivot qui fait basculer l'équation économique. Aujourd'hui, le stockage, on sait que c'est effectivement l'un des champs sur lequel il y a le plus de recherche, sur lequel il y a certainement des ruptures devant nous, à la fois en termes de capacité et en termes de miniaturisation et de capacité économique. Mais c'est vrai que c'est cette batterie finalement qui joue le rôle de tampon et qui peut jouer le rôle d'arbitrage, qui est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, entre autres, par rapport au déploiement massif. D'ailleurs, on parlera de stockage cet après-midi, donc on sait bien, on fait le lien avec tous ces sujets. Alors, on va poursuivre, on parlait de lieux aussi, on va dire de topologie, on va dire topographie. On va partir sur une île, à Belle-Île-en-Mer, avec vous, Édouard Serreuil. Vous êtes donc chef de mission stratégie énergie à Morbihan Énergie. Je vais vous passer, il y aura le passage de relais, voilà, toujours le même, pour ce projet. Alors là, on va dire sur une forme de
de smart grid à petite échelle finalement dans ce projet-là. Enfin, vous allez nous en dire un peu plus comment on peut travailler justement à vraiment l'intégration de la mobilité électrique tout en favorisant les énergies renouvelables. C'est ça qu'il y a derrière ce projet Flex Mobile. Oui, merci, bonjour à tous. Donc je vais vous... Je crois que, attention, Arnaud Chéreau, je vais y arriver, il y avait Edouard. Venez sur scène. Voilà, je vous en prie, comme ça vous allez prendre la place. Alors je vous en prie, allez-y, Edouard Serry. Oui, tout à fait. Donc, bonjour. Je vais vous présenter le projet Flex Mobile auquel on participe sur Belle-Île, qui vise à travailler, comme le dit le titre de la table ronde, à la convergence entre le solaire et l'électromobilité. On est arrivé, Morbihan Énergie, à travailler sur ce sujet parce que, historiquement, on vient du domaine des réseaux où on est autorité organisatrice de la distribution d'électricité. Mais depuis ces 5 dernières années, on travaille activement dans le domaine de la transition énergétique sur les thématiques de la mobilité, mais aussi de la production d'énergie. Et donc, tout naturellement, on est arrivé à travailler à la construction d'un projet qui permet finalement le développement commun de ces deux sujets. Alors, donc, on n'a pas pu trouver meilleur endroit que travailler le sujet sur Belle-Île. Ce qui est très intéressant avec ce territoire-là, c'est que finalement on retrouve à la fois l'ensemble de l'écosystème au niveau de la mobilité avec à peu près 5000 habitants, une partie rurale, une partie un peu plus urbaine, si je peux me permettre. On a des résidents, des entreprises, mais aussi un fort impact du tourisme. On a une contrainte qui est celle de l'approvisionnement en carburant, donc ça permet de faciliter le développement de ces sujets mobilité électrique. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur une île, mais c'est surtout une île qui est connectée. On est raccordé au réseau continental, et donc finalement tous les développements qu'on va pouvoir valider, vérifier sur ce territoire-là, ils pourront être réplicables à l'échelle du territoire métropolitain. On est vraiment sur, quand on parle du projet, on parle d'un îlot, parce que finalement cet écosystème pourra tout à fait être développé à d'autres échelles, communautés de communes, départements, etc., sur le territoire. Je le mettais sur la slide. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'implication des élus dans le cadre de ce projet et la volonté de travailler sur les sujets de transition énergétique qui touchent à la fois la production et les services de mobilité. Et c'est nécessaire pour que ce type de projet puisse se développer correctement. Au niveau du partenariat, on est sur un partenariat, je mettais complet. En fait, on a le groupe Renault sur toute la partie véhicule, apport du véhicule électrique, mais aussi connaissance sur le véhicule, sur les niveaux de charge de la batterie, qui est un point important pour travailler le sujet, et en même temps qui développe des services pour des systèmes d'autopartage qui sont testés dans le cadre de ce projet. Morbihan Énergie, dans le cadre du projet, intervient comme aménageur à la fois sur la partie production solaire, photovoltaïque, mais aussi sur la partie infrastructure de recharge. Enedis sur tout ce qui va être les services apportés en amont du point de livraison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à intégrer dans le cadre du projet une société qui s'appelle l'Écart Bleu, qui va être celui qui va porter un service de mobilité et qui va être l'usager direct avec une flotte captive sur ces bornes publiques, qui va nous permettre de tester différentes solutions en ayant un lien direct avec cet acteur, ce propriétaire. Et au centre, comme je disais juste avant, un territoire. Donc là, on retrouve les 4 communes de l'île plus la communauté de communes qui sont partenaires du projet. Et cet ensemble d'acteurs ont signé donc un partenariat en fin d'année dernière pour lancer concrètement ce projet. Donc dans ce projet, il y a une partie infrastructure et une partie gestion. Toute la première partie du projet a été de mettre en place les infrastructures. Donc il y avait déjà des installations photovoltaïques qu'on avait développées sur l'île en autoconsommation avec une partie en surplus, ce qui nous permet de les exploiter aujourd'hui pour travailler sur la mobilité en termes de consommateurs.
un réseau de bornes de recharge déployé sur l'île une partie cet été, et ce déploiement va se poursuivre donc, avec des bornes de chez Itotem. Et puis une flotte de véhicules qui est arrivée cet été et qui va être, je dirais, cette flotte captive va être le point de départ de ces expérimentations avant demain de pouvoir envisager, travailler sur le diffus. Combien de véhicules ? Donc là, le loueur a une quarantaine de véhicules qu'il loue en électrique et il y en a une dizaine qui sont ciblés sur le service d'autopartage où là, finalement, les véhicules seront positionnés directement sur les infrastructures et donc on aura, je dirais, du temps pour pouvoir les recharger et affecter les modèles que l'on veut pour travailler notamment sur la partie solaire. Donc, c'est pour ça qu'au niveau finalement des services qui vont être regardés, ça va être le smart charging avec une partie sur une optimisation tarifaire, vision aménageur, mais aussi une partie sur le lien qu'on pourra trouver avec la production solaire. En fait, pourquoi on s'est lancé dans cette partie projet en mixant solaire et mobilité, c'est que on est convaincu que finalement le développement de ces deux thématiques vont mutuellement contribuer l'une à l'autre. En fait, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de la problématique ou de la question du stockage au niveau des productions intermittentes. Et finalement, avec le véhicule, on a là une batterie qui est significative en termes de puissance, qui est payée pour la mobilité et qui, en plus de ça, est utilisée 10% du temps. Et donc, partant de ces constats-là, finalement, on va regarder de quelle manière on peut utiliser au mieux les périodes de recharge pour participer, donc, notamment au développement de la partie solaire. Et on a, donc, au-delà de la partie smart charging, des sites, donc on en a notamment 2 qui sont équipés avec des systèmes de pilotage. On avait travaillé avec Schneider Electric dessus, où on vient intégrer production, borne et même une brique batterie seconde vie pour identifier le modèle économique au travers de ce microgrid. Et ce qu'on se rend compte, ce qui est extrêmement intéressant dans le cadre du projet, c'est que finalement, c'est de quelle manière on va réussir. En fait, pour pouvoir travailler sur cette partie gestion de la recharge, le point de départ, finalement, c'est d'avoir la connaissance de l'usage. Et le fait de savoir quelle est l'autonomie nécessaire quand vont utiliser les usagers le véhicule, nous permet de, en face, définir des programmes de recharge et comme ça les calquer sur la partie production. Donc ça, c'est pour toute la partie gestion de charge. Et un troisième point avec la partie interaction au réseau, où on a deux use cases qui sont regardés avec Enedis. Un sur la partie raccordement intelligent, comment avec ce pilotage de la puissance au niveau des 1-2 points de rechargement, on peut mutualiser cet aspect puissance et avoir un raccordement dégradé. Et l'autre point, c'est le fameux travail sur l'arrêté du 19 juillet de l'année dernière qui imposait aux infrastructures de recharge la capacité d'être pilotables sur signal et notamment sur signal réseau. Et donc il y a tout un travail dans le cadre de ce projet-là avec Enedis pour définir la manière de fonctionner entre opérateurs et gestionnaires de réseau, quoi. Alors maintenant, je pense que c'est savoir où on en est, parce que là, c'est quand même tout frais, je crois, un raccordement cet été. Oui, je disais tout à l'heure, le partenariat fin d'année dernière, le plus dur a été de travailler sur toute la partie déploiement. On a mis en œuvre une partie des bornes cet été et une partie de la flotte, ce qui permet aussi de montrer pour le territoire l'arrivée de ce projet. Et cet hiver, on va travailler sur tous les sites, plutôt en villégiature, notamment le VVF qui va avoir une installation de production et du stockage. C'est plus facile pendant la période hivernale et pour être prêt en début de saison prochaine avec tous les algorithmes de pilotage qui seront mis en place. Mais ce qui est surtout important, à notre avis, dans le cadre de ce type de projet, au-delà de la partie, ce que j'indiquais, analyse coût-bénéfice, qui va être menée tout au long du projet, c'est aussi toute la partie analyse sociétale. De quelle manière les utilisateurs sont prêts à accepter ces changements en termes d'usage, en termes de contraintes éventuellement, parce qu'on leur impose de pas forcément avoir la puissance
puissance tout de suite. Et donc, vous avez commencé à en parler aux Iliens enfin, j'imagine ce projet, vous avez commencé Alors, comment ça se fait? C'est vous attendez de voir comment ça se passe? La première des choses, ça a été de parler de la mobilité électrique. D'accord. Et après, de travailler sur cette partie usage. Mais du coup, on a commencé à avoir ce point zéro pour pouvoir identifier l'acceptation finalement au changement. Et le dernier point, ça fait partie des choses qui sont mises sur la feuille de route, c'est toute la partie véhicule bidirectionnel et extension sur le diffus pour aller au-delà de cette flotte captive. Et alors, il y a toujours une question aussi qui revient, c'est parti pour Belle-Île, évidemment. C'est le modèle économique. Pour la petite anecdote, c'est le quai, l'embarcadère pour prendre le bateau pour aller sur l'île. D'accord, avec tous les véhicules. Et le modèle économique dans tout ça? Il va être regardé au cours du projet. D'accord. C'est tout l'enjeu avec notre position d'aménageur et au niveau des infrastructures de recharge, c'est d'identifier les opportunités qu'on peut avoir à la fois côté production solaire et aussi côté infrastructure de recharge, et tout ça en mettant le service vis-à-vis de l'usager. Donc là, dans un premier temps, c'est le loueur, mais demain, ce sera monsieur tout le monde qui aura éventuellement la possibilité d'avoir plusieurs offres pour pouvoir se recharger sur les infrastructures et potentiellement des offres flexibles. Et donc on va à l'objet de mesurer tous ces aspects-là, sur quels facteurs on peut jouer, et notamment sur l'autoconsommation. Alexandre Cathy, vous voulez réagir à ce projet, puisque Enedis est impliqué? Oui, pleinement. Tout a été dit. Enfin, pour nous, c'est un super projet qui illustre parfaitement la démarche dans laquelle on veut s'inscrire. Vous savez la proximité qu'on a avec les territoires de France aujourd'hui. Et dans le cadre d'un projet comme celui-là, accompagner les territoires, accompagner les industriels et développer les solutions qui permettent de nouveaux usages, c'est vraiment ce dans quoi on veut s'inscrire. Et comme ce qui a été dit, on essaye de participer en partie par un certain nombre d'usages dessus. Alors il y a un premier usage qui n'est pas tellement sur le lien entre le solaire et la mobilité électrique, mais c'est arriver à optimiser la puissance de raccordement pour avoir un dimensionnement du réseau qui soit au plus juste et qui ne soit pas surdimensionné pour limiter les coûts pour la collectivité globalement. Et puis il y a les nouveaux usages là qui correspondent pleinement au lien entre le solaire et la mobilité électrique, qui est le pilotage de la recharge intelligente, qui se fait au travers du réseau, qui se fait grâce à Linky et à la connaissance de la consommation et de la production à un instant donné, pour savoir à quel moment la recharge sera la plus adaptée, la moins chère possible et la plus environnementale possible. Oui, allez-y, Cécile Goubet, je vous en prie. C'est vrai que le projet de Belle-Île, c'est un projet qu'on regarde tous avec beaucoup d'intérêt et qu'on soutient, parce que c'est un peu la mise en œuvre très concrète de ce qu'on cherche à faire en intégrant toutes les différentes briques dont on a parlé tout à l'heure. On voit en fait en quoi le pilotage de la recharge est quelque chose d'absolument fondamental, parce que d'une part, ça va permettre de réduire la facture en termes de consommation d'électricité pour l'utilisateur, mais effectivement, il y a aussi cette question de coûts économisés pour l'adaptation du réseau en lui-même. Et tout ça vient en complément du déploiement d'unités de production énergie renouvelable, etc. Donc on voit bien à nouveau comment tout se reboucle entre transition du mix énergétique avec une intégration plus importante d'énergie renouvelable, dont photovoltaïque, capacité à recevoir des signaux pour pouvoir lancer la charge ou la différer, et services de mobilité. Peut-être juste revenir sur 2 points. Vous avez mentionné très rapidement le sujet de la seconde vie des batteries. Parce qu'effectivement, jusqu'ici, on a parlé plutôt de cas d'usage synchrone, entre guillemets, dans le sens où on a un véhicule qu'on doit charger avec du photovoltaïque qui est plus ou moins proche du lieu de consommation. Comme on l'a dit, donc le marché se développe. On va arriver sur un marché de l'occasion qui va commencer à vivre. Et puis forcément, dans un horizon court ou moyen terme, on va avoir un certain nombre de batteries qui vont être extraites des véhicules parce que suite à des accidents, suite à la mise à la casse, etc. Et donc le sujet de l'avenir de ces batteries est important. On voit aujourd'hui dans les études et dans le retour qu'on commence à avoir que finalement les batteries vieillissent très bien. Et donc ça permet de leur offrir donc, ce qu'on appelle cette deuxième vie, c'est-à-dire le fait de, après l'avoir exploité dans le cadre du véhicule, en refaire autre chose. Et du coup, quand on fait le lien effectivement entre on va dire industrie automobile, électromobilité et énergie, on peut aussi effectivement aller sur l'avenir de ces batteries pour le réseau énergétique et la régulation de l'autoconsommation. Un des exemples qui est cité fréquemment, mais qui je pense est très intéressant, c'est
Amsterdam, le Stadion Cruyff, où Nissan donc a mis en place des dizaines et des dizaines de batteries issues de LIF pour du coup se substituer au groupe électrogène qui était utilisé en secours dans le stade. Le stade lui-même est équipé de panneaux solaires de manière assez massive, et donc ça a permis d'aller vers des choses plus vertueuses vis-à-vis de groupes électrogènes qui étaient forcément diesel jusqu'ici. Donc ça, c'était un premier point, je pense, qui est important, parce que c'est vraiment demain, ou après-demain plutôt peut-être, qu'on aura vraiment ces sujets. Le deuxième point, vous avez parlé des cas d'usage sur le réseau, et en quoi effectivement le système et le réseau se répondent. Et quand on parle de véhicules to grid, on parle premièrement effectivement d'injecter de la capacité de la batterie vers le réseau. Donc ça, c'est l'aspect énergie. Mais aussi, il y a le sujet des services systèmes, c'est-à-dire en quoi le véhicule peut venir quelque part réguler et équilibrer le réseau, puisque là on est dans la physique pure par rapport à la sinusoïde et par rapport à la forme de l'onde. Et donc le véhicule peut aussi venir jouer un rôle de régulateur vis-à-vis de la production qui, elle, par l'intermittence, par les écarts d'ensoleillement, etc., peut venir déséquilibrer. Et donc les deux peuvent être vraiment dans une logique vertueuse aussi sur l'aspect vraiment back-office, entre guillemets, mais qui est indispensable pour le maintien de l'équilibre du réseau. Alors on va quitter un peu le véhicule électrique pour aller vers un autre mode de transport avec Arnaud Chéreau qui a pu nous rejoindre, donc le fondateur de Wello. Vous n'êtes pas passé en triporteur à travers les bouchons, ça a été compliqué. En fait, pour tout vous dire, on était dans le sud de la France encore hier soir. Ah oui, d'accord. On est remonté et on avait prévu une petite surprise pour remercier Enerplan de cette invitation. Donc il y a un Wello qui vous attend devant l'entrée de l'espace. Et effectivement, on a été un petit peu coincé par les bouchons aujourd'hui avec le camion qui transportait plusieurs vélos. J'imagine. Voilà. Alors, on va vous passer aussi de la même façon le petit appareil qui vous permet de diffuser, parce que vous l'avez aussi en image. On va partir aussi sur une île avec vous, parce que vous êtes du côté de la Réunion, même si aussi vous avez des attaches au Mans. Enfin, voilà, vous allez évidemment revenir en France. Donc, à travers ce triporteur qui est électrique et solaire, il va montrer aussi, on va parler finalement des enjeux de mobilité, parce qu'on parle beaucoup de véhicules électriques. D'ailleurs, évidemment, je vais vous poser la question tout à l'heure qui revient, si on a de plus en plus de véhicules, comment on va faire, voilà. Mais aussi, peut-être la place pour d'autres véhicules qui peuvent nous faire rêver avec cette grève à la RATP. Donc, allez-y, je vous en prie. Merci. Déjà, rapidement, excusez-moi pour le petit retard, mais on le voit effectivement, notre mobilité arrive à saturation. On était assez effarés en venant du sud de la France, dans des endroits plutôt ruraux, où on avait fait des essais clients. De voir cette fourmilière aujourd'hui avec des trottinettes, des gyropodes, des vélos, des VTT, des scooters, des voitures, des camionnettes. Effectivement, je pense que les aspects avec la RATP ont participé à cette densité du trafic. Toujours est-il, ce que l'on voit, c'est qu'on a un foncier urbain qui est disponible, qui a une certaine taille et qu'il faut... Parfois, c'est compliqué de jongler entre vélo, trottinette, etc. Bon, triporteur, il faut qu'il trouve sa place aussi. Oui, il faut maximiser ce foncier urbain. Et du coup, l'idée, c'est d'optimiser la taille des véhicules par rapport à ça. Donc, permettez-moi de me présenter. Moi, je m'appelle Arnaud Chéreau, je suis ingénieur aéronautique de formation et j'ai commencé à développer des petits véhicules vers l'âge de 10 ans dans l'atelier de mon grand-père. Ensuite, j'ai eu envie de poursuivre cette folle aventure en constituant une Dream Team avec des personnes qui viennent du sport automobile, des objets connectés, du photovoltaïque. Et ensemble, on a créé un rêve pour l'avenir de nos enfants, celui d'un véhicule urbain, compact, léger, autonome en énergie de par ses panneaux solaires et pleinement connecté. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est parti du constat que ça ne servait à rien de déplacer un véhicule d'1,5 tonne pour transporter un individu de 80 kg. Ensuite, parce que la plupart de nos petits trajets urbains font 3 à 5 km. Et donc, pourquoi à nouveau déplacer un véhicule plus lourd ? Et enfin, chez Wello, on considère que se déplacer est un droit fondamental de l'être humain, au même titre que manger, boire ou dormir. Donc, on a développé un triporteur cargo que vous voyez... Je pensais que c'était un pointeur. Si le pointeur fonctionne, mais okay. En plus, vous avez une super vidéo après, je crois. Voilà, je vais la mettre juste à la fin. Donc, un triporteur cargo équipé de 2 roues, d'une carrosserie. On a voulu prendre le meilleur de deux mondes, celui du vélo et de la voiture. Le véhicule permet de transporter jusqu'à 80 kg de marchandises à l'arrière, ou un passager adulte ou 2 enfants, tout en gardant un petit coffre pour 2 sacs à dos. Le marché qu'on adresse est principalement celui des professionnels, des flottes de véhicules B2B, sur lesquels on a remarqué qu'entre 30 et 90% des véhicules ne faisaient jamais plus de 20 km. Donc notre logique, c'était pourquoi à nouveau déplacer un véhicule d'1 tonne pour faire 20 km dans une journée.
Et c'est ce que l'on a vu avec des professionnels qui souhaitent optimiser leur flotte en utilisant de nouveaux moyens de locomotion. Qu'est-ce que l'on a mis en œuvre pour ça? On a commencé avec la Technopole de La Réunion. On a travaillé pendant 3 ans en R&D. On a déposé un brevet, mis en place un site de R&D de 150 mètres carrés. Et puis, vu qu'on avait développé le projet d'un point de vue environnemental, les hasards des rencontres ont fait qu'on a rencontré un chantier d'insertion. Et on s'est dit, quitte à essayer de sauver la planète, autant essayer de faire en sorte que les gens vivent bien ensemble. Et donc est née cette collaboration avec le chantier d'insertion, où des personnes éloignées de l'emploi sont reformées au métier de la mécanique, du photovoltaïque et de l'électronique à travers l'assemblage du Wello. Et on a recruté en septembre dernier d'ailleurs l'un d'eux qui est devenu opérateur chez nous, que je salue aujourd'hui, qui s'appelle John, qui a 59 ans et des dreads jusqu'au bas du dos. Et c'est devenu notre meilleur opérateur. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est en train de fabriquer les véhicules pour nos premiers clients grands comptes, EDF, La Poste, la ville de Saint-Denis de La Réunion, la 20e plus grande ville de France, fabriquer ces 25 premières commandes. On est en train d'accélérer dans le cadre d'une levée de fonds à hauteur d'1 550 000 euros. Avec peut-être que vous pouvez lancer l'image, hein, vous pouvez parler en même temps parce que c'est formidable. En plus, ça va nous faire rêver. On va être sur une île avec un triporteur. Je vous garde juste encore 10 secondes de suspense. Et donc notre objectif, c'est de poursuivre ce développement, de continuer à développer sur la métropole. C'est pour ça qu'on est en train d'implanter un site sur la ville du Mans. Et pour se déployer, on a pris de premières commandes de collectivités de métropole, également du ministère de l'Intérieur pour un site du sud parisien. Et tout ça pour vous dire qu'on a commencé il y a 4 ans avec 3 000 € et un container sur une île à 10 000 km de la métropole. Et aujourd'hui, on est une jeune entreprise innovante française de 10 personnes qui livre ses premiers clients grands comptes. Et le mois dernier, on a eu la bonne surprise d'apprendre qu'on était sélectionné parmi les 30 startups françaises sur le pavillon France au CES de Las Vegas. Donc voilà le début de cette aventure. Et puis voilà la vidéo du Wello. Voilà, qui permet d'y voir un petit peu plus comment c'est. Alors, votre voisin nous parlait d'ombrière tout à l'heure, parce que vous n'étiez pas là, de See You Sun. Là, l'ombrière, elle est sur le toit. Exactement. On est parti du principe que le véhicule restait une partie de son temps garé au soleil. Et au lieu d'avoir une ombrière, une batterie et une autre batterie sur le véhicule, on s'est dit autant mutualiser, utiliser la batterie directement installée sur le véhicule. Et donc, les panneaux solaires rechargent la batterie du véhicule et cette batterie alimente l'assistance électrique. Le véhicule rentre dans la catégorie vélo à assistance électrique, peut circuler sur les pistes cyclables, peut circuler en zone piétonne, ne nécessite pas d'assurance, c'est la responsabilité civile, professionnelle ou personnelle qui est utilisée. Là, vous voyez les datas qui sont remontées en temps réel, on n'en a pas parlé, mais on a développé une plateforme web qui remonte énormément de data pour l'utilisateur et pour nous, pour améliorer de manière incrémentale le produit en fonction des retours. Vous voyez ici le volume d'emport. Pour un coût de combien ce véhicule? Alors, on a une configuration pick-up. Je pourrais vous montrer une image ultérieurement. La configuration pick-up va de 3 900 à 6 900 € en fonction des options, assistance électrique ou autre. Et la version full cargo, on est à 7 900 €. Donc voilà, là vous voyez effectivement le véhicule circuler au milieu des champs de canne. Certains acteurs comme EDF l'utilisent pour se déplacer sur de grands sites industriels, type centrale. Le facteur l'utilise pour livrer son courrier quotidiennement à Saint-Denis. Et est très content d'avoir une solution qui lui permet d'avoir les atouts d'un vélo en termes de capacité de déplacement, de facilité de stationnement. On fait à peu près 40 cm de moins, 39 de moins qu'une Smart. Donc on peut se garer à la perpendiculaire entre des voitures également. Et ce que nous a dit le facteur, qui est assez intéressant également, c'est que quand il se déplace en milieu urbain, il a un véhicule à taille humaine. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de vérifier si son pare-choc va accrocher, vérifier ses rétros et autres. Quand il se déplace, il sait que si l'avant du véhicule passe, l'arrière passe, et puis il peut circuler facilement en territoire urbain. Donc ça, c'est évidemment une nouvelle forme de mobilité. Vous m'avez dit que l'année dernière, en Allemagne, on a vendu plus de vélos cargo que de voitures électriques. Exactement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un switch en termes de mentalité chez les citoyens. Les gens se rendent compte qu'on n'a plus toujours besoin d'un véhicule d'une tonne ou d'une tonne 5, comme on le disait tout à l'heure. C'est des solutions qui sont pleinement complémentaires. Quand on voudra faire 200 km, effectivement, un véhicule électrique fera pleinement sens pour pouvoir le faire, idéalement avec une recharge renouvelable. Par contre, pour faire des trajets de moins de 20 km sur une journée en agglomération, un véhicule plus léger fera pleinement sens. On a une autonomie de 40 à 60 km en fonction de la batterie, plus recharge photovoltaïque.
Alors Cécile Gaubet, oui, allez-y, vous pouvez réagir justement à cette nouvelle forme, parce que finalement, on ouvre le débat sur cette forme de mobilité. On parle beaucoup de voitures électriques, mais on voit qu'il y a aussi d'autres options. Ouais. Alors je vais quand même revenir à la voiture, désolé, mais en fait, effectivement, en tirant complètement l'initiative sur est-ce que cette convergence entre la production photovoltaïque et le véhicule va aller jusqu'à l'intégration justement de panneaux solaires sur nos véhicules de demain. Alors c'est un des sujets qui est beaucoup discuté cette semaine au salon de l'automobile de Francfort, qui est en plein, qui tient son salon en ce moment. On voit des initiatives, alors jusqu'ici principalement de constructeurs hors des grands. Hein. C'est vrai que c'était beaucoup finalement des entreprises qui rentraient sur le marché de l'automobile en ayant des véhicules avec panneaux intégrés. Et puis là on voit une nouvelle génération plutôt asiatique où effectivement on va vers de la convergence avec un toit panoramique et équipé de panneaux solaires. Je pense que là, pour le coup, il faut laisser certainement un peu de temps au sujet pour mûrir. Je ne suis pas persuadé, à titre personnel, que ce soit effectivement l'intégration finale qui soit nécessaire sur du véhicule. Effectivement, je pense que ça fait davantage sens sur le type d'usage que vous évoquez. Mais c'est une tendance quand même qu'il faut surveiller de près sur l'ultime convergence des deux mondes. Oui, je vous en prie, Cécile Gaubet. Oui, allez, celui qui veut. Arnaud Chéreau, agir. Oui. Alors, deux aspects. Donc, effectivement, on a parlé beaucoup voitures aujourd'hui, mais on voit aussi une croissance extrêmement forte, effectivement, des vélos à assistance électrique et des deux roues. Concrètement, il y a un vrai switch effectivement qui est en train de se faire dans les zones urbaines. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Preuve ce matin que moi du coup j'ai pris ma voiture, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas pris la voiture dans Paris et je me suis bénie de prendre les transports tous les jours parce que c'est vraiment l'enfer. Donc on va vous pardonner. L'autre question après sur le photovoltaïque sur les véhicules, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait le rendement énergétique des véhicules électriques en fait est de 90%, contrairement au thermique. Du coup, il faut en fait ruser un petit peu pour faire tout le reste qu'on a d'habitude avec la perte de chaleur, on va dire, des véhicules thermiques habituels, sur tout ce qui est chauffage, climatisation, autoradio, etc. Donc pour le chauffage, la climatisation, il y a des véhicules qui s'équipent de pompes à chaleur, mais en fait les constructeurs réfléchissent beaucoup à comment on peut essayer d'avoir plusieurs modules pour répondre à ces aspects-là. Les annonces qui ont été faites juste avant le salon de Francfort, effectivement, on a des véhicules qui vont encore plus loin que ça, avec des niveaux d'autonomie alors qui sont affichés en fonction du niveau d'ensoleillement, etc., qui peuvent aller de 8 à 60 km. Ce sont quand même de belles avancées. Voilà. Et si derrière, ça peut effectivement permettre de régler les, entre guillemets, pertes d'autonomie qu'on peut avoir dès qu'on veut associer des services type éclairage, autoradio, chauffage dans la voiture, ou le véhicule, tout court d'ailleurs, autant y aller, quoi. Oui, allez-y. Oui, juste un point, effectivement, sur les panneaux photovoltaïques, sur les voitures. Il y a deux configurations. Il y a des fois des panneaux qui sont mis, c'est plus d'un point de vue marketing, en quelque sorte, parce que le poids de la voiture fait que la surface de panneaux allouée ne permet pas réellement de recharger les batteries et d'avoir une efficacité en termes de déplacement. Ça fait sens sur des plus petits véhicules, comme vous le disiez, effectivement, pour la simple et bonne raison que, fonction des configurations, on est entre 75 et 85 kg, donc on a un véhicule qui nécessite physiquement beaucoup moins d'énergie pour se déplacer. Et par contre, il y a aussi d'autres initiatives, comme à l'université de Delft, où ils ont développé la Stella et autres, qui sont des voitures entièrement solaires, mais qui ont un look un petit peu particulier, qui sont en quelque sorte une transition entre les voitures de course solaire que l'on peut voir en Australie ou autre, et de premiers véhicules qui peuvent rouler à 90 km/h sur les routes. Et donc il y a une vraie tendance là-dessus, mais la clé, c'est le poids. On est plusieurs dans l'équipe à venir ou être passés par le sport automobile, et quand un véhicule se déplace, le poids est fondamental, et c'est ça qui est l'enjeu, à notre avis. Alors, on a eu beaucoup d'exemples, on voit que ça se met en place, on a parlé évidemment des ombrières, on a vu d'autres types de mobilité. Si on veut parler d'avenir, on parle, Cécile Gaubet, de plus en plus de véhicules électriques, d'un horizon 2025 où le véhicule électrique pourrait représenter entre 20 et 40% du parc automobile français, hein, c'est ce qu'on dit. Donc on pose la question dans ces conditions, quelles sont justement les conditions pour un déploiement massif et pouvoir avoir finalement ces recharges et ce lien entre le solaire et l'électromobilité dont on parle depuis le début de cette table ronde.
Les conditions du déploiement optimal de la mobilité électrique, on les a eues en filigrane un peu pendant toute cette table ronde. On sait globalement qu'il faut absolument que le déploiement des infrastructures de recharge en fait, suive la croissance du marché. Ça marche aussi bien pour la question des infrastructures de recharge disponibles en voirie que sur les grands axes routiers que dans le résidentiel collectif et au travail. Ça, c'est vraiment l'étape 1, juste que les gens puissent se recharger tout à fait sereinement. Ensuite, sur les modèles qui étaient un petit peu une difficulté jusqu'à présent sur la mobilité électrique, on voit globalement qu'on a des véhicules qui correspondent à peu près à tous les usages, mais aussi bien sur le 2 roues triporteur que voiture, citadine, familiale, même routière, maintenant véhicule utilitaire. On a une offre de camions qui arrive aussi maintenant. Les bus sont déjà là. Il y a des camions électriques qui arrivent. Oui, ça y est. Ouais. Parce que hier, Ikea nous disait, il se servait malheureusement encore de camions thermiques parce qu'il n'y avait pas encore une offre. Mais bon, si vous me dites que bientôt, ça arrive, c'est en train d'arriver. Il y a quand même énormément d'annonces sur les camions électriques. Après, voilà, pour la partie 100% batterie, on n'aura pas des poids lourds qui vont faire de la longue distance. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais vous dire. C'est surtout cette difficulté de longue distance. Ouais. Oui, mais après, il faut quand même prendre en compte qu'il y a énormément de trajets au niveau poids lourds qui sont des boucles logistiques qui sont de l'ordre de 250 km et les poids lourds qui vont arriver sur le marché sont totalement capables de couvrir cet aspect-là. Donc ça rejoint après la question de la recharge au dépôt, etc. Donc voilà, donc les modèles et l'autonomie, où là on voit que globalement la baisse du prix des batteries et les évolutions technologiques permettent d'avoir des niveaux d'autonomie aujourd'hui qui correspondent au franchissement de certaines barrières psychologiques. Alors je parle pour la voiture, mais on sait qu'à partir de 400 km d'autonomie, à peu près, les gens sont parfaitement capables d'envisager d'avoir un véhicule électrique qui remplace le véhicule principal du foyer. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de modèles ceux qui ont commencé à arriver sur le marché en fin d'année dernière et ceux qui arrivent sont dans ces zones-là. Hors véhicule premium qui, pour certains, offrent des niveaux d'autonomie beaucoup plus importants. Et après, le dernier levier, c'est effectivement, ça a été très bien dit dans toutes les expériences, il y a comment on embarque les gens dans l'aventure. Globalement, on voit bien que la question de la mobilité, alors qu'on rentre par la question de comment on produit de l'électricité verte ou comment on se déplace, finalement, il y a un moment ou un autre, on essaie d'avoir cette approche un peu globale. Et en ayant cette approche globale entre déploiement énergie renouvelable, efficacité énergétique, mobilité et services de mobilité, on arrive à avoir un vrai storytelling qui parle aux gens et qui rend très concrète en fait, la transition énergétique. Il y a aussi le sujet quand même du modèle économique, du fait que ça puisse être économiquement rentable aussi. Alors, en tout cas, sur la partie du plein, quand vous prenez votre véhicule électrique, il n'y a absolument pas photo. Hein. Vous diminuez votre facture par 4, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, en tout cas, pour l'utilisateur, le modèle économique, il est là. Quoi. Il est là. Quelqu'un d'autre veut commenter ? Oui, allez-y, hein, sur ces perspectives à qu'on passe la parole si vous avez des questions, évidemment, dans la salle. Allez-y. Je pense qu'il y a un gros point sur la partie acceptabilité, et en tout cas, ce niveau le service que l'on pourra offrir à l'usager. Aujourd'hui, l'usager, ce qu'il souhaite, c'est de pouvoir se déplacer. Et donc, naturellement, quand il arrive à un endroit, il branche son véhicule. Le fait de pouvoir l'accompagner dans cette démarche-là et de lui lever ces contraintes d'incertitude au moment du départ vont nous permettre, je dis non en tant que gestionnaire technique à la limite de la recharge, de pouvoir amener des programmes et de la régulation. Il faut être capable en fait, ce qui va être nécessaire, c'est de récupérer les besoins d'usage au niveau de l'utilisateur, pour que derrière, on puisse savoir finalement l'intervalle de temps qui nous est nécessaire pour recharger le véhicule. Et tout ça pour que quand la personne va utiliser son véhicule, il ait son niveau de service attendu et qu'en contrepartie, on puisse avoir des informations nécessaires à la manière dont on pourra pouvoir recharger la batterie. Et donc, ça passe par le côté acceptabilité et outils, liens qu'on va pouvoir mettre avec l'usager pour qu'indirectement, il puisse nous donner des informations nécessaires à la régulation. Ce sera transparent pour lui, mais il devra aussi, ça devra être un service qui lui apporte une plus-value, parce que derrière, il n'ira pas vers cette contrainte, quoi. Donc il y a vraiment cette partie usager à prendre en compte pour récupérer cette notion de besoin et indirectement derrière travailler sur la flexibilité, quoi.
Oui, allez-y, Clément Leroy. Oui, sur les différentes énergies, parce que vous avez effectivement utilisé le mot hydrogène tout à l'heure au cours du début de la table ronde. Simplement parce qu'effectivement, on parlait à l'instant avec Cécile de la partie flotte, de la partie B2B, entre guillemets. Autant sur les usages légers de la mobilité, en tout cas en France, parce que chaque pays est aussi très marqué par l'empreinte historique. On parlait tout à l'heure les Pays-Bas, le gaz, etc. La France est quand même électrique, fortement électrique. Donc autant sur le bas de la mobilité, entre guillemets, léger, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui photo sur les tendances autour de l'électrique vers la transition du thermique vers d'autres types d'énergie. Autant sur le haut de la mobilité, entre guillemets, quand on va sur du transport en commun de voyageurs, quand on va sur le transport de marchandises, il y a une forme de coopétition, concurrence, on l'appelle comme on veut, entre l'hydrogène, le gaz GNV et l'électrique. Et donc, sur ces aspects-là, à la fois l'électrique a beaucoup d'atouts, à la fois d'un point de vue technologique, effectivement, il y a le sujet de la production locale, mais effectivement, l'avenir est encore assez incertain sur les tendances vraiment qui vont se dégager selon les usages. L'avantage étant, dans la plupart des cas, que ce soit des bus ou des camions, qu'il y a un point fixe, un hub, entre guillemets, de recharge qui peut être mis en place. Et ça, c'est effectivement un des points clés du système. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Pardon. Oui, effectivement. Et ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on a tous envie de villes qui soient pacifiées, qui soient plus calmes, moins de bruit. La voiture électrique apporte clairement des atouts sur ces sujets-là. Moins de pollution à partir du moment où effectivement on recharge avec des sources renouvelables. Et c'était juste une petite parenthèse pour parler de la recharge solaire. Effectivement, c'est l'université d'été de l'autoconsommation photovoltaïque. Quand on se déplace avec un véhicule, qu'on le gare, que le soleil est dessus, c'est comme des litres de pétrole qui tombent dessus chaque seconde. Et quand on repart avec et que la batterie est rechargée, c'est un plaisir de pouvoir se déplacer sans avoir le besoin de le brancher. Après, il y a toujours la possibilité de le brancher également. Et je pense que ces technos vont avancer de pair et vont se combiner pour qu'on ait des villes dans lesquelles le cœur de ville est pacifié et on puisse prendre plaisir à se déplacer avec ses enfants et autres. C'est une jolie formule pour terminer ce débat sur la convergence entre le solaire et l'électromobilité, ces rayons qui nous tombent dessus, c'est formidable. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a déjà 2 mains qui se lèvent, donc on va vous passer un micro. Voilà. Honneur aux dames. Allez, David, honneur aux dames. Je vous en prie. Merci. Moi, c'est une question sur le triporteur, surtout sur son apparition comme encore un nouvel objet dans la mobilité. Donc, vous avez dit qu'il roulait sur des pistes cyclables. Enfin voilà, je voulais savoir au niveau des vitesses, jusqu'où il peut aller, est-ce qu'il est bridé et comment il s'insère dans la circulation? Alors, le véhicule rentre dans la catégorie des vélos à assistance électrique. Donc on est pleinement sur les notions de vitesse, de puissance établies par les normes électriques, à savoir 25 km/h, 250 watts. Il y a des expérimentations qui sont en cours actuellement sur différents territoires, en France et à Paris, avec des objectifs de pouvoir progressivement sortir les camionnettes de livraison et autres des centres-villes, et donc pouvoir augmenter les puissances des triporteurs pour augmenter leur capacité d'emport, pour aller d'une centaine de kilos à 200, à 300, et avoir un plein usage pour remplacer des solutions plus lourdes en termes de poids. Et faciliter les déplacements en ville. Effectivement, une camionnette qui reste garée en double fil et qui bloque la circulation, on préfère avoir un triporteur qui prend moins de place et qui est garé et qui laisse passer le flux. Allez-y, je vous en prie, monsieur. Oui, merci. Gervais Lesage. Vous avez légèrement parlé de la partie reconversion de la batterie vers un usage stationnaire. Mais bon, il y a une petite difficulté quand même dans cette logique-là. C'est le modèle économique de la batterie stationnaire issue du véhicule électrique qui n'existe pas réellement, parce que ce que l'on voit, c'est finalement une batterie stationnaire issue d'une production d'usine très rationnelle, actuellement coûte nettement moins cher finalement qu'une batterie stationnaire qui est faite un petit peu de façon artisanale avec des frais logistiques de retraitement, de reconversion, la réécriture de la partie électronique, etc. Beaucoup de manipulations, beaucoup de tests pour trouver à appairer des modules ensemble qui sont plus ou moins fonctionnels. Donc tout ça, c'est une grosse difficulté quand même de la réutilisation de la batterie de voitures en seconde vie stationnaire. Merci. Qui veut répondre? Il y a plusieurs aspects là-dessus, effectivement. Alors,
Il y a plein de sujets en fait. Le premier, c'est comment on conçoit le pack batterie. Globalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des entreprises qui anticipent en fait l'usage en seconde vie des batteries et qui en fait ont déjà une approche rationnelle dans la façon dont elles montent leur pack batterie pour que ce soit plus simple derrière de le passer en seconde vie. Après, il y a la question du prix de marché, où effectivement, c'est sûr que si les batteries ne coûtent rien et que le recyclage et que utiliser des batteries en seconde vie coûte très cher, il y a une opération économique qui peut poser question, mais qui peut aussi être modifiée par des incitations législatives ou réglementaires. Et le troisième point, c'est la question de quantité aussi. C'est comme on l'a dit, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais globalement, on voit en fait, je crois que c'est toi, Clément, les batteries durent beaucoup plus longtemps que ce qu'on anticipait, donc la durée de vie du véhicule. Donc finalement, les vrais volumes, on va les voir arriver après 2025. Donc à partir de ce moment-là, on aura peut-être aussi des économies d'échelle qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Et puis après, il y a tout simplement l'intérêt économique en fonction de l'utilisation qu'on peut en avoir en fonction des pays. Tous les pays n'auront pas forcément besoin du même niveau de stockage stationnaire, quoi. Merci à vous. Il y a une question. Allez-y. Oui, Jean-Yves Collat de Studineuve, c'est une question pour M. Chéreau. Enfin, ce n'est pas une question, c'est plus une idée. Nous sommes regroupés en comité d'habitants dans notre petit village et on cherche un véhicule pour ceux qui n'ont pas de véhicule, justement, pour aller faire des courses à la ville d'à côté. Voilà. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Donc le sujet urbain est un sujet, mais il y a le sujet zone agricole ou zone étendue, et qui pourrait être un vrai sujet pour Wello, c'est-à-dire nous on recherche un véhicule pour ceux qui n'en ont pas, pour notre petite commune de 300 habitants. Mais écoutez, vous avez tout à fait raison. Quand je vous disais qu'on était dans le sud de la France, on était dans une commune qui faisait 100 habitants, qui est de 100 habitants, pardon. Vous m'excuserez, un peu de fatigue, on a eu beaucoup de routes. Et après, une autre commune de plus de 20 000 habitants, mais qui a un vrai intérêt pour pouvoir permettre les déplacements urbains, mais également permettre aux communes alentours, qui sont éloignées à 10 ou 20 km, d'avoir de nouvelles solutions de mobilité pour venir en ville. Voilà. Et que les gens ne soient pas obligés d'avoir forcément un véhicule plus classique. Et donc, on abordait ces besoins ruraux, périurbains et ruraux. Ouais. Et il y a un vrai sujet. Notre objectif, comme on le disait, c'est permettre une mobilité pour tous, accessible. Et on s'est concentré dans un premier temps sur le volet urbain. On a rencontré certaines personnes exceptionnelles que je cite de l'association InVD, que je remercie, qui est une association Innovation Véhicules Doux, qui milite pour de nouvelles solutions, notamment pour permettre aux populations plus rurales de pouvoir se déplacer sur des distances de 10 à 20 km vers une ville de plus grande taille quand ils ont besoin. D'accord, je vous remercie. Alors j'avais juste une question. Oui, allez-y. Pardon, madame. Je voulais juste préciser. Alors, on voit aujourd'hui, en fait, quand on pense à véhicules partagés, on pense tout de suite à grandes zones urbaines, Paris, etc. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a effectivement les différents types de véhicules, donc véhicules, mobilité douce, véhicules électriques plus classiques. Ce qu'on voit, par exemple, quand vous regardez les projets qui sont gérés par Morbihan Énergie ou par Ardennes Métropole, la ville de Charleville-Mézières, etc., ce sont tous des endroits où en fait il y a une réflexion globale, transition énergétique, mobilité. Donc par exemple, sur la ville de Charleville-Mézières, c'est pareil, ils ont mis des véhicules, alors des Zoé et des Nissan, en autopartage, mais vraiment dans des villages. C'est ça. Voilà, je pense ils ont peut-être été un peu pris pour des fous. Alors il y a des endroits où ça n'a pas fonctionné, il y a des endroits où ça fonctionne super bien, tout simplement parce que ce sont des zones qui sont économiquement un peu compliquées, que les foyers, donc en maison individuelle, en général, le foyer a un véhicule pour celui qui travaille. Si le deuxième n'a pas de travail et est en recherche d'emploi, en fait, il est bloqué pour pouvoir aller passer ses entretiens. Et avoir cette offre de mobilité, en fait, ça leur permet, en plus avec des tarifs préférentiels, de pouvoir se déplacer, de pouvoir se réinsérer professionnellement. Ils ont aussi des réflexions aujourd'hui pour pouvoir à la fois coupler les trajets avec des étudiants et des personnes du troisième âge pour pouvoir avoir des trajets en boucle entre zone rurale et Charleville-Mézières. Il y a énormément de réflexions dans les territoires aujourd'hui sur comment on amène un service de mobilité qui corresponde réellement aux usages, et y compris vraiment dans des villages.
Voilà. J'ai vu notamment un véhicule de la commune électrique dans Lyon, dans une commune toute petite, Périgny-sur-Armançon, qui propose justement en autopartage à ceux qui en ont besoin. Donc vous voyez, il y a plusieurs solutions qui se trouvent dans les territoires. Vous avez une dernière question, je crois, puis après on marquera la pause. Juste en aparté, ils ont mis autour du Mans quelque chose qui s'appelle Move & Go, et c'est tout à fait ça fonctionne très bien, et c'est une belle solution pour les personnes qui habitent dans des villages pour pouvoir venir en ville. François sur les Guérin parkings, aussi. sur les parkings Move & Go, des ombrières photovoltaïques Hewson très bientôt. Voilà, c'est ça, bravo. Voilà, un partenariat vient de se nouer. Juste une petite remarque par rapport au vélo, c'est que votre cahier des charges, c'est celui de la 2 chevaux il y a 50 ans. C'est-à-dire c'était une personne et un sac à patates. Mais en fait, si vous voulez, on est parti aussi du constat que la moyenne dans un véhicule classique, c'était 1,4 personnes qui étaient déplacées. Donc sur un vélo, quand on peut déplacer un adulte ou 2 passagers enfants, on répond à ce cahier des charges. Et pour regarder de manière un peu plus globale, on revient à toutes ces solutions également. Le tramway qui avait été abandonné dans les villes est revenu, les triporteurs qui avaient été abandonnés reviennent, et donc on est clairement dans cette tendance. Nos aïeux, nos grands-parents, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient tout aussi intelligents que nous, si ce n'est plus, et du coup ils trouvaient des solutions habiles, et je pense que c'est une bonne idée de s'en inspirer. J'avais une question pour M. Serreuil, excusez-moi, quelle est la motivation qui a conduit la communauté de communes et les 4 communes à choisir le véhicule électrique, alors que vous avez dit on verra le modèle économique un peu plus tard. Est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est l'acte citoyen? En fait, on est sur un territoire qui fait 20 km sur 9, et aujourd'hui, l'usage de la mobilité électrique répond à tous les usages au niveau de ce territoire-là. Et donc ça, traite le problème de la pollution au niveau local, et en même temps, des contraintes qu'ils peuvent avoir sur la partie approvisionnement en carburant, où ils se font livrer par tanker. Et donc, du coup, ils ont vraiment la volonté d'amener cette transition-là sur leur territoire. Alors, je vais vous prendre une dernière question, parce que je propose après, comme on marque une pause, avant de reprendre la table ronde, vous pourrez continuer à échanger évidemment les uns avec les autres. Allez-y pour votre question, monsieur. Ok, donc Jean-Michel Yoinou de BPCE Energeco. C'est une question pour François Guérin. Donc c'est une jeune entreprise, Hewson. Et est-ce que le contexte réglementaire aujourd'hui est adapté au développement de vos solutions? Et y aurait-il des adaptations réglementaires à apporter justement si ça n'est pas satisfaisant? Parce que c'est quand même un enjeu d'avenir pour une société de fonctionner avec ce type d'outils que vous proposez. Donc, voilà. Question importante. Des idées pour la Creuse, j'en ai plein. Je crois qu'on est beaucoup à en avoir. Oui, bien sûr. Je disais tout à l'heure, le décret de mai 2017 pour les moins de 100 kilos a permis déjà quand même d'avoir des choses assez intéressantes à faire. C'est vrai que nous, ça nous a permis de créer un fonds de roulement sur du 100 kilos en revente réseau qui nous permet d'installer nos hubs de recharge un peu partout en France. En gros, aujourd'hui, 10% des installations sont en autoconsommation, 90% sont en revente réseau. Et l'objectif, c'est d'évoluer. Donc, typiquement, la revente du surplus à 6 centimes, enfin à 60 euros du meg, c'est vrai que ce serait intéressant, si on a une logique de smart charging en face ou d'innovation, de pouvoir essayer de réévaluer ça, ou essayer de travailler sur une évolution du tarif au guichet, sur un rehaussement du seuil à 250, voire plus. Tel que le propose l'Union européenne, et pour qu'on soit en conformité là-dessus. Ça, typiquement, oui, c'est des approches qui nous intéresseraient. Nous, sur la solution solaire, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un business model long terme, en termes de rentabilité pour des infrastructures de taille. Hein. Et donc, pour ça, on a besoin d'avoir, entre guillemets, une boîte à outils suffisamment ouverte et fiable pour ça. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous, à tous les 7 d'être venus. On peut vous applaudir. Et donc, comme je vous le disais, je vous propose de marquer une pause autour d'un café. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Et on se retrouve ici à 11h15 pour une nouvelle table ronde sur le rôle des collectivités locales. On a vu depuis hier à quel point elles étaient importantes. À tout à l'heure. Et si certains veulent découvrir le vélo, il est juste devant l'entrée. Vous êtes les bienvenus.